Donc là, je vais vous parler du plus gros sésamoïde du corps. Et d'après les enseignements qu'on a reçus à la MDTS depuis pas mal d'années, puisque la rotule revient quand même tous les 5-6 ans. Et donc je vais vous retrouver quelques diapos de Jacques Rodinot, de Jean-Marie Coudreuse, qui était le patron de la médecine du sport marseillais, et de Marc Raguet. Alors donc, la rotule, on peut l'assimiler à une corde qui passe dans une poulie, sauf que la corde elle est un petit peu tirée vers l'extérieur, donc c'est pas tout à fait dans l'axe. On trouve 3 facettes, 2 crêtes verticales, 12 cm² de surface articulaire en moyenne, un cartilage de 5 mm d'épaisseur, mais plus épais chez les sportifs, en particulier ceux qui font des sports comme de l'haltérophilie ou de la musculation quand ils sont jeunes. Et une surface articulaire avec du cartilage sur les 3/4 supérieurs, 2 facettes, une crête médiane. Vu en coupe, on a vraiment une carène de bateau qui coulisse, avec toutefois une portion de la coque latérale qui est 2/3 plus large que la portion médiale, quand tout se passe bien, quand on a grandi, disons, dans les normes. La trochlée, c'est un rail pour la rotule qui guide tout ça, avec toujours un versant latéral qui est plus développé que le versant médial, parfois beaucoup plus développé selon la croissance qu'on a eue. Le fond de la trochlée est orienté en bas, de bas en haut et de dedans en dehors, avec une angulation de 5 à 6 degrés. Il y a un angle d'ouverture en moyenne de 140 degrés quand tout va bien. Donc ça, c'est pour vous montrer qu'en fait, c'est pas juste un rail avec un mouvement de corde dans une poulie, mais aussi il y a vraiment une rotation tridimensionnelle, vous allez voir. La rotule est attachée par le ligament patellaire en bas et par le tendon quadriceps en haut, et selon les axes, selon les rotations du tibia, la rotule est soumise à des contraintes et elle s'adapte dans le fond de la trochlée. Vue latéralement, vous voyez aussi qu'elle n'a pas uniquement une fonction de haut en bas, elle avance et recule durant la flexion. Elle a aussi un mouvement de rotation, donc il y a vraiment un mouvement tridimensionnel. Et c'est pour ça que vous verrez maintenant des publications où on parle de tracking patellaire. C'est juste un nouveau mot pour dire finalement ce qu'on connaissait déjà avant, mais avec un mot à l'américaine. Donc tracking et mal tracking. Donc sur le plan physiologique, en extension complète du genou, les moyens de stabilisation sont faibles, hors contraction quadricipitale, la rotule est parfaitement libre et mobile. Et puis entre 0 et 30 degrés, elle commence à s'engager tranquillement dans la trochlée, sachant qu'elle s'engage avec une modification du positionnement du genou, puisqu'il y a une rotation automatique du tibia du fait de l'asymétrie des condyles fémoraux, et aussi de l'action des croisés, et aussi l'action des disques jambiers médiaux, qui font que finalement le tibia va avoir une rotation interne automatique. Et à partir de 30 degrés, quand tout va bien, la rotule est calée dans sa trochlée, il n'y a plus de force subluxante, donc elle est stable. Alors ça c'est intéressant parce que en fait les contacts de surface articulaire ne sont pas les mêmes. Vous voyez que quand la rotule, quand on a le genou étendu, vous avez que la facette articulaire finalement basse qui va rentrer, quand on commence à avoir un petit peu de flexion, qui va toucher la trochlée. Et plus on fléchit le genou, et plus les surfaces articulaires changent de zone. C'est-à-dire que selon la zone où, quand vous faites faire un squat par exemple au cabinet à votre patient, quand il vous décrit un angle douloureux, vous pouvez prédire à l'avance ce que vous allez trouver à l'arthroscanner comme lésion cartilagineuse. Donc ça c'est toujours amusant. Et donc ça c'est encore pour vous redire que la rotule dans un premier temps, elle avance quand vous commencez à fléchir, pour ensuite reculer et suivre les mouvements de roulement-glissement des condyles sur les plateaux tibiaux. Les moyens de stabilisation, puisqu'on va parler de rotule instable, alors vous avez l'aileron rotulien interne, ou le MPFL, pour Medial Patello-Femoral Ligament, et qui sera un petit peu aidé par les tendons de la patte doigt, et parallèlement, vous avez l'équivalent de l'autre côté, avec le LPFL, sur lequel on s'intéresse moins globalement, mais qui pourtant peut avoir des pathologies aussi, aidé par des expansions de la bandelette iliotibiale. Si on va un peu plus loin dans l'anatomie, en fait, le MPFL, ce n'est pas juste un aileron rotulien qui s'insère sur le fémur. Il y a aussi une composante du vaste médial oblique qui va s'insérer en partie dessus, une composante un petit peu ici qui vient du quadriceps, mais aussi un ligament ménisco-patellaire et un ligament tibio-patellaire. Et on retrouve exactement la même anatomie sur le côté latéral. Alors sur le plan physiologique, quand on marche tranquillement, finalement sur les genoux, sur la fémoro-patellaire, on prend 8 dixièmes du poids du corps, c'est pas énorme. En revanche, quand on commence à marcher un peu vite, c'est 1,5 fois le poids du corps. Et alors là, vous allez tout de suite comprendre pourquoi les gens dans les escaliers se plaignent un peu plus, parce qu'à la montée des escaliers, on prend 1,8 fois le poids du corps à la montée et 2,9 à la descente. Donc voilà pourquoi les gens qui ont des problèmes de rotule se plaignent beaucoup plus de la descente que de la montée. Donc chez nous, les randonneurs, on leur conseille de prendre des bâtons pour la descente, parce qu'en général, c'est là où ça commence à poser problème. Et pour les amateurs de salles de sport, il y en a quelques-uns ici, vous voyez, quand vous commencez à fléchir à 130 ou 145 degrés, les contraintes qui s'exercent sur la rotule, alors là on vous parle en kilos, mais retenez plutôt ça, 7 à 8 fois le poids du corps, entre 120 et 140 degrés de flexion. Donc vous comprenez que si vous commencez à charger un petit peu, vous amusez à faire des squats répétés un peu profonds, si vous avez un problème fémoro-patellaire, ça va finalement poser problème.
Et donc, pour parler de syndrome rotulien, l'idéal, c'est de se rebaser sur la classification de 2 jours, certes ancienne, mais toujours d'actualité, qui distingue les syndromes douloureux primitifs, en opposant quelque part le sujet d'âge jeune et le sujet d'âge mûr. Je vous laisse vous-même placer les limites. L'instabilité patellaire, et enfin les syndromes rotuliens, douloureux certes, mais secondaires à une autre pathologie sous-jacente. Donc dans l'instabilité patellaire, 4 grandes familles. Le syndrome d'hyperpression externe, alors là, elle n'est pas instable, mais c'est un peu le début de la maladie, puisque la rotule est déjà sur le côté, prête à sortir, mais elle sortira a priori dans ce cadre-là jamais. La luxation aiguë, traumatique ou sur un traumatisme parfois extrêmement minime. Et quand on n'a pas de chance, mais c'est malheureusement assez fréquent, première luxation, puis deuxième, troisième, etc. Jusqu'à ce que finalement on se fasse opérer. Et vous avez le cas particulier, la subluxation externe chronique. Alors on va démembrer un peu tous ces tableaux. Dans les subluxations externes chroniques, vous verrez des douleurs, des craquements rapportés par le patient. Alors, chez les adolescents qui font des flexions de jambes devant vous, souvent des craquements on en a, mais dès qu'on est un adulte jeune, normalement, on n'entend plus de craquements au niveau du genou. Ça s'appelle une patella crépitante, c'est en général un signe de chondromalacie ou de chondropathie sous-jacente. Les sujets peuvent vous décrire des pseudo-blocages, et c'est là où c'est toujours amusant, puisque les gens arrivent chez vous en disant, on leur a dit qu'ils ont fait une entorse avec une instabilité, alors que pas du tout, c'est des pseudo-blocages par inhibition quadricipitale réflexe, avec parfois des lâchages vraiment rapportés du genou qui font penser à une entorse grave, sauf qu'il n'y a pas d'antécédent rapporté d'entorse importante. On trouvera quand même assez régulièrement des troubles statiques dans ce cadre-là, une hypermobilité dans le plan frontal de la rotule, un angle Q un peu élevé avec un recentrage de la rotule un peu tardif, plutôt plus proche de 45 degrés que de 30 degrés, et un caractère subluxable de la rotule si vous poussez celle-ci en externe, aux alentours de 30 degrés de flexion. La subluxation aiguë ou récidivante, ça c'est souvent des gens qui vous disent dès que je saute un peu, si je réceptionne avec un petit peu de rotation, donc un peu de valgus flexion rotation externe, bim, j'ai la rotule qui fout le camp, ou je la sens pas en place, et du coup il chute carrément, avec une instabilité rapportée, et finalement une appréhension, parce que comme ils savent que ça se passe mal, ils n'osent plus faire du volleyball, ils n'osent plus faire la moindre activité sportive, et ils se limitent à finalement pas grand-chose, un peu de salle de sport, et c'est tout. C'est assez souvent bilatéral. Cliniquement, on retrouvera une laxité frontale, un signe de smiley là, pour le coup, qui commencera à être positif, et puis souvent des rétractions secondaires du disque jambier et du droit fémoral ou droit antérieur. Alors parlons de l'examen clinique. L'examen clinique doit être toujours standardisé et complet pour toute pathologie du genou. C'est-à-dire on ne part pas bille en tête en disant c'est une rotule, on fait tout. On fait tout et on commence par les inspecter debout. On va chercher des anomalies de rotation des membres inférieurs, un genu varum, un genu valgum. On regarde de profil s'il y a un flexum. On regarde sur la table en passif s'il y a un flexum ou un récurvatum, quitte à utiliser le goniomètre et mesurer un petit peu. On va chercher un épanchement articulaire, signe du flot ou signe du glaçon. On va mesurer les amplitudes articulaires. On regarde les laxités frontale et sagittale pour être sûr de ne rien rater. On vérifie qu'il n'y a pas de signes méniscaux, parce que notamment sur le ménisque externe, ça peut être bien trompeur. Et on fera quelques tests isométriques. On regardera notamment, on cherchera une hyperrotation interne de hanche, une hyperrotation externe du tibia, une tuberosité tibiale antérieure un peu trop externe. Sur le plan osseux, alors là c'est plus compliqué à l'examen clinique, de chercher une dysplasie de la rotule ou de la trochlée, une trochlée convexe ou basse, ça c'est quand même plus des choses qu'on va trouver à l'imagerie. Les parties molles en revanche, ce n'est pas l'imagerie qui vous informe, ça c'est vous. Vous rechercherez un vaste médial un peu faible, notamment le vaste médial oblique, avec un retard de contraction, une patte doigt desmembraneux un peu déficitaire, donc ceux-là ils sont rotateurs internes du genou, donc ils sont intéressants à renforcer, des déficits des rotateurs externes de hanche, donc là on demande au sujet de faire des simples fentes et on recherche un valgus dynamique du genou. On pourra rechercher aussi des rétractions de l'airon rotulien externe, donc du LPFL, ou à l'inverse un MPFL un peu distendu, et puis des rétractions du tendon rotulien, comme on peut les retrouver après chirurgie prothétique du genou, des rétractions du tendon quadricipital, du disque jambier, parfois une rupture du LCP passée inaperçue, et c'est le syndrome rotulien qui fait que le patient consulte parce qu'il a mal, alors que la rupture du LCP elle était totalement passée inaperçue des années auparavant. Et tout ça se termine souvent par une hypertonie quand même compensatrice du disque jambier qu'on mesure assez facilement avec l'angle poplité que vous voyez ici, la normale étant de 20 degrés. Donc 20 degrés, là vous êtes à 0, 20 degrés, voilà. Quand il y a moins, souvent c'est qu'il y a une rétraction. On pense à le faire, c'est pas inintéressant. Alors maintenant, examen spécifique de la rotule. Un truc que j'aime bien, moi, c'est ça, c'est le J-sign. Vous demandez au sujet de faire d'une simple flexion-extension devant vous, assis sur la table, et vous voyez le mouvement de la rotule, vous l'observez, et vous verrez la rotule qui va décrire un espèce de C à l'extérieur. Parfois, elle va se recentrer brutalement, donc ça, c'est déjà un signe. Vous pourrez faire des mobilisations passives, transversales ou longitudinales, en mesurant le tilt, c'est-à-dire l'inclinaison latérale de la rotule, le déplacement que vous pouvez chiffrer en cadrant, il y aura des diapos après,
ce qu'on appelle le patellar glide. Alors pour faire la différence, que parfois c'est pas clair, entre une tendinopathie de pointe de rotule et un syndrome fémoro-patellaire, eh ben, normalement, les contraintes fémoro-patellaires étant plus importantes quand vous avez le genou en extension, ben, vous avez une douleur en course interne en chaîne ouverte plus importante, alors que quand c'est une tendinopathie de pointe de rotule, c'est plutôt en chaîne ouverte en course externe que vous aurez des douleurs plus importantes au testing. Et puis la palpation, toujours, des deux facettes en subluxant la rotule et de la pointe de la rotule. La pointe peut aussi être douloureuse sur un syndrome rotulien. Voilà, vous voyez, comme elle se latéralise en extension et d'un coup, hop, elle revient se mettre en place. Voilà, donc vous imaginez bien que cette jeune fille, si elle fait du volleyball, qu'elle saute et qu'elle atterrit avec un peu de rotation externe, bah, peut-être que la rotule ne prendra pas le bon chemin à l'atterrissage. Donc en faveur d'instabilité, il y a toujours cette hypermobilité transversale. Donc là, je détaille un peu le gliding test. Si vous, artificiellement, vous divisez dans votre tête la rotule en 4 cadrans, la mobilité normale, c'est 2 cadrans. Si vous avez une mobilité de plus de 2 cadrans, donc 3 cadrans, c'est qu'elle est hyperlaxe. Vous avez quelqu'un d'hyperlaxe au niveau de la rotule, et donc ça peut poser problème. Et si au contraire, vous avez une mobilité qui ne dépasse pas un cadran, c'est que vous avez des rétractions des ailerons, soit internes, soit externes, soit les deux. Le smiley, ça vous le connaissez tous, et les troubles torsionnels, on en a déjà parlé. Alors, je me suis posé la question, à une époque où de moins en moins de médecins examinent les gens, et vous avez remarqué que souvent maintenant, du coup les kinés apprennent à faire l'examen clinique à notre place, puisque l'examen clinique n'est plus fait. Quelle est réellement la valeur de l'examen clinique? Eh bien, celui qui a la meilleure sensibilité et spécificité, c'est le Moving Patellar Apprehension Test. Donc en gros, le smiley, c'est le test historique que vous connaissez tous. Mais le mieux, alors celui-là n'a pas été énormément étudié finalement. En revanche, quand on le fait en mobilisation avec un mouvement de flexion-extension où dans la première partie, vous cherchez à subluxer la rotule vers l'extérieur, donc là, vous créez une appréhension. Et dans la deuxième partie, vous la remédialisez à la main, et là, finalement, le patient se sent mieux. C'est un peu comme les tests d'appréhension de l'épaule instable. Et bien ça, vous voyez qu'on a quand même quelque chose d'intéressant. Alors vous avez le patellar appréhension de test classique, donc là, c'est en statique, et vous poussez juste sur la rotule. Vous voyez que la sensibilité est quand même pas énorme, mais c'est assez spécifique. Le patellar tilt, on en avait parlé tout à l'heure, c'est ça. Vous cherchez à incliner la rotule par vous-même. Et donc là, la norme, c'est 15 degrés. Donc s'il y a une inclinaison moindre, c'est qu'il y a peut-être des rétractions d'ailerons. Honnêtement, c'est très simple à réaliser. Et le patellar glide, c'est ce dont on a parlé, mais là encore, les valeurs de sensibilité et spécificité ne sont pas excellentes. Donc s'il y en a un seul à retenir, finalement, c'est celui-là. Le moving, c'est le smiley, mais c'est le smiley en position en dynamique, si vous voulez. Alors, les troubles torsionnels, on va revenir dessus, parce que ce n'est pas inintéressant. Ça permet de comprendre aux gens pourquoi ils souffrent. Parce qu'en général, on ne leur donne pas d'explication. Donc, l'angle Q, c'est la différentielle entre, ici, l'axe du tibia et l'axe du fémur. Et donc, vous allez avoir une tangente, là, qui va mesurer cet angle Q. Et vous avez des troubles torsionnels, avec une hyperrotation externe du tibia, souvent, que l'on retrouve, et ici, éventuellement, une antéversion des cols fémoraux qui va être un peu trop marquée, qui va favoriser les problèmes de rotule. Donc comment le mesurer? À plat ventre, votre sujet sur la table d'examen, vous l'emmenez par là, vous mesurez la rotation externe, vous l'emmenez par là, vous mesurez la rotation interne. Normalement, on doit avoir 2 fois plus de rotation externe que de rotation interne. Étrangement, quand vous voyez notamment des jeunes filles avec des syndromes rotuliens ou des instabilités de rotule, souvent, elles vont assez peu loin sur la rotation interne. En revanche, la rotation externe, elles vous font du 80 degrés sans problème. Vous pouvez aussi mesurer l'hyperrotation externe, de tibia dans cette position-là, la torsion tibiale externe. Donc voilà, les gens se mettent debout devant vous, et là, subitement, vous les voyez comme ceci, avec un génuvarum apparent parce qu'ils partent en récurvatum. Comme ils partent en récurvatum, vous avez les rotules qui louchent. Si vous faites des radios, en extension complète, vous allez avoir ce type de radio là qui ne vous paraît pas du tout normal, alors qu'il suffit de les mettre à 0 degré pour finalement avoir des radios quasiment strictement normales. Et si vous interrogez ces adolescentes ou ces jeunes femmes, elles vous expliqueront souvent que quand elles étaient jeunes, au lieu de s'asseoir en tailleur, elles s'asseyaient comme ça, en W, et elles ont poussé avec les hanches un peu en rotation interne. Donc voilà, encore une fois, la façon de mesurer la rotation externe et la rotation interne de hanche. Et ici, la torsion tibiale externe que vous pouvez appréhender, si vous voulez, à l'examen clinique avec des normes ici
Donc si ça dépasse 35 degrés, vous savez que là vraiment vous êtes hors norme et qu'il y a vraiment une hypertension tibiale externe. Alors vous ne ferez pas grand-chose forcément, vous n'êtes pas orthopédiste, vous n'allez pas modifier. Vous pouvez expliquer aux gens pourquoi ils ont tous ces ennuis alors que la copine à côté, elle les a pas, quoi. Donc voilà, encore une fois, pour illustrer un peu ce qu'on peut retrouver à l'examen clinique, vous voyez que finalement c'est relativement riche et on peut retrouver pas mal de choses si on prend le temps d'examiner. Donc la conclusion, c'est l'examen clinique et l'inspection qui vont vraiment orienter un petit peu les choses et vous expliquer le pourquoi ça évolue mal. Et évidemment, là, dans ces cadres-là, surtout sur les rotules instables, vous aurez du mal à vous passer d'imagerie. En revanche, l'imagerie, comme toujours, elle doit être orientée, argumentée pour le radiologue. Il n'est plus question de devoir passer des demandes d'IRM, de radio, avec aucun renseignement clinique. Il faut dire au radiologue ce que vous cherchez. Et si vous lui dites ce que vous cherchez, en général, le radiologue finit par le trouver.